Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Ce nouvel épisode va s'intéresser à l'éducation du cheval et plus particulièrement à une méthode assez populaire dans le milieu dit du horsemanship, le join-up. Alors, sous le terme horsemanship, on parlera de toutes ces méthodes d'équitation qui se veulent naturelles et inspirées de l'éthologie et qui sont regroupées sous le nom d'équitation éthologique, notamment par la Fédération française d'équitation. Bon, ce terme d'équitation éthologique déplaît souvent aux éthologues, car l'éthologie, c'est une science, celle qui étudie le comportement des animaux, et pas une discipline équestre, ni même un mot qui sert à vendre du matériel d'équitation comme un licol éthologique ou des rênes éthologiques. Souvenez-vous, nous avions fait un épisode sur le sujet au cours de la saison 1. Bien que ces méthodes soient souvent utilisées avec beaucoup de bonne volonté, elles ne sont pas toujours plus douces ni moins stressantes pour le cheval. Et c'est particulièrement vrai pour la technique du join-up. Il y a quelques semaines, l'IAABC, une association internationale qui regroupe des comportementalistes animaliers, a publié un article de synthèse sur ces méthodes. Et on s'est dit que c'était l'occasion, nous aussi, de revenir dessus. Bien sûr, le lien sera disponible dans la description de l'épisode et sur Instagram. Historiquement, la méthode du join-up a été mise au point par Monty Roberts, qui s'est basée sur l'observation des interactions entre chevaux dans la nature. Cette méthode consiste à placer le cheval dans un rond de longe avec des barrières suffisamment hautes et sécurisantes pour que le cheval ne puisse pas s'enfuir. Oui, car toute la technique va consister pour l'humain à se placer au centre du rond et à déclencher une réaction de fuite chez le cheval. Mais bien sûr, cette réaction de fuite doit pouvoir être contrôlable pour éviter tout incident. L'humain va donc utiliser des indicateurs, notamment corporels et vocaux, pour mettre le cheval en mouvement et donc l'éloigner de lui. À l'époque où ces méthodes ont été mises au point, il s'agissait surtout de chevaux féraux, c'est-à-dire des mustangs qui vivent à l'état sauvage sans interaction avec l'humain avant leur capture. On imagine donc que les réactions de fuite étaient assez faciles à provoquer sur ces chevaux-là. Ce qui se passe concrètement, c'est que l'humain va chercher à faire suffisamment peur à l'animal pour qu'il s'éloigne. Et là, on va le laisser courir en répétant les indicateurs verbaux et gestuels pour le remettre en avant si nécessaire. La technique consiste à attendre des signes de, entre guillemets, soumission de la part du cheval. On l'a déjà dit, on le répétera, mais la dominance entre humain et cheval n'existe pas et il n'y a donc pas de soumission à attendre de la part du cheval. On vous renvoie d'ailleurs au tout premier épisode de Vétologie qui traite justement de cette notion de dominance-subordination. Ce que les pratiquants du join-up attendent concrètement, c'est que le cheval tourne le regard vers l'humain, baisse la tête, voire mâchouille, et ils disent comme le ferait un poulain. Alors Mathilde, tu soulèves un point important. Ce comportement de mâchouillement, appelé snapping en anglais, c'est typiquement un comportement d'animal juvénile. Lorsqu'il a peur, le poulain va claquer des mâchoires en tendant l'encolure. Bertrand de Putte, ancien professeur d'éthologie à l'école vétérinaire d'Alfort, désigne ce type de comportement comme des comportements d'inhibition de l'agression plutôt que comme des comportements de soumission. Chez le chien, le fait de se rouler sur le dos en exposant son ventre devant un congénère ou un humain qui fait peur a la même fonction. Mais quoi qu'il en soit, le snapping n'apparaît normalement pas chez les chevaux adultes. Les chevaux adultes peuvent, en réaction à un stress, présenter des mâchouillements, mais ce n'est pas le même comportement que celui du poulain. En tout cas, une fois que ces signaux apparaissent, l'humain va en général reculer d'un pas et arrêter toute pression. Du point de vue des apprentissages, il pratique donc le renforcement négatif. Il relâche la pression lorsque le comportement désiré apparaît. Il va alors inciter le cheval à venir vers lui. Si le cheval vient, l'humain va l'inciter à le suivre. Au moindre signe de, entre guillemets, décrochement de la part du cheval, l'humain va se remettre à le chasser et ainsi de suite, jusqu'à ce que le cheval le suive parfaitement et sans jamais se détacher. Il y a plusieurs points problématiques dans cette méthode et ils peuvent vraiment compromettre le bien-être du cheval. D'abord, les humains ne sont pas des chevaux et il est donc impossible d'agir comme le feraient des chevaux dans un groupe. Ensuite, l'article de l'IAABC met en lumière les techniques d'apprentissage utilisées ici. Mathilde l'a dit tout à l'heure, le fait de relâcher la pression au moment où le comportement désiré est observé, c'est du renforcement négatif. Et ici, il se passe deux choses. D'abord, l'humain met le cheval en mouvement par sa gestuelle. Le cheval se met en mouvement, en général au trot ou au galop, et l'humain va interrompre son geste. Il a donc renforcé négativement le mouvement.
Et ensuite, l'humain va maintenir ce mouvement en avant en se déplaçant légèrement derrière le cheval pour qu'il continue à avancer. Et donc la pression persiste. Pour le cheval, le fait que cette pression ne se relâche jamais réellement peut générer un stress énorme et conduire éventuellement à un état de résignation acquise. Certains chevaux très peureux peuvent en effet percevoir qu'il n'y a rien à ce moment-là qui peut les sortir de cette situation inquiétante. C'est donc une vraie détresse qui peut être provoquée par cette méthode. L'IAABC cite d'ailleurs une étude qui a consisté à observer 26 chevaux soumis à cette méthode du join-up, et dans cette étude, 3 chevaux avaient dû être exclus car ils présentaient un état de stress et de détresse trop avancé pour que l'étude se maintienne. Ensuite, une fois que l'humain perçoit les fameux signes de dite soumission, qui sont en fait des signaux de stress ou de fatigue, il va inciter le cheval à venir vers lui. Imaginons, donc le cheval vient d'être chassé, parfois brutalement, et placé dans un état de peur par un individu humain. Et le même individu l'incite maintenant à venir vers lui. Donc c'est extrêmement confus pour le cheval, et il est probable que celui-ci soit alors placé dans un état d'hypervigilance et s'attende à tout moment à être chassé à nouveau et à devoir fuir à nouveau. Enfin, pour revenir encore une fois sur les termes utilisés, tout ça n'a rien de naturel comme le voudraient les chuchoteurs. Ce n'est pas dans la nature des chevaux d'être éduqués par les humains, et encore moins de courir en rond comme ça. Il n'y a pas de dominance interspécifique, et la dominance ne consiste pas à faire fuir l'autre au point de l'épuiser. C'est une vraie méconnaissance de l'éthologie que de vouloir utiliser ce terme-ci. Certains pratiquants du join-up vont aussi parler de leadership et considérer que le cheval incline la tête en signe d'acceptation de l'humain comme leader. L'IAABC souligne dans son article à ce sujet qu'incliner la tête, c'est un geste humain qui peut effectivement indiquer de la gratitude ou un salut. Chez le cheval, ce geste est plus souvent utilisé face à un prédateur ou face à un objet inquiétant. L'oreille tournée vers l'humain ou le regard tourné vers l'humain est également ici perçu comme un signe d'acceptation du leader. En fait, c'est juste un signe d'attention. Ça indique peut-être le niveau important de vigilance du cheval à ce moment-là à l'égard de l'humain. Enfin, les mâchouillements sont plutôt des signes de retour à un état basal après un stress. Bref, il n'y a rien de gratifiant à observer tous ces signaux. Ils indiquent surtout que l'humain est très inquiétant pour le cheval à ce moment-là. L'article conclut que ces méthodes doivent être utilisées avec précaution. L'utilisation de la pression et la mise en place de réponses de fuite doivent toujours être maîtrisées soigneusement pour limiter les risques de détresse. Et à ce propos, l'ISES, une autre association internationale pour le développement des sciences de l'équitation, a édité 10 principes de travail que devrait respecter toute personne qui interagit avec des chevaux. Parmi ces principes, on trouve le respect de la nature du cheval et des théories de l'apprentissage. Ça indique donc qu'il est fondamental d'avoir quelques notions d'éthologie pour aborder un cheval selon l'ISES, pour interpréter au mieux les comportements qu'il présente et se comporter de la manière la plus juste possible en la présence des chevaux. Un autre principe consiste à se contenter toujours du niveau de vigilance le plus faible possible. Et il est probable que le join-up aille à l'encontre de ce principe. L'article de l'IAABC conclut également que les résultats observés dans le join-up viennent probablement uniquement d'apprentissage par conditionnement. Le cheval ne se met pas à suivre l'humain parce qu'il l'accepte comme dominant ou comme leader, il a simplement appris que ce comportement était le plus favorable à ce moment-là. On va bien sûr approuver la conclusion finale de l'article. Les méthodes d'entraînement du cheval devraient se baser davantage sur l'utilisation de la récompense, moins sur la recherche de réponses de fuite, et utiliser la pression d'une manière correcte permettant de respecter le bien-être de l'animal. En ce qui nous concerne, on vous renvoie aux 10 principes de l'ISES, dont on vous communiquera également le lien. On vous incite également à utiliser avec beaucoup de précaution ces méthodes basées sur la fuite, qui peuvent mettre en danger le cheval, le cavalier et la relation entre l'humain et le cheval. Et bien sûr, n'oubliez pas d'observer vos chevaux et n'hésitez pas à modifier vos méthodes si vous les sentez stressés ou si vous trouvez que votre relation se dégrade. On espère que cet épisode vous aura aidé à comprendre ces méthodes d'entraînement et les problèmes qu'elles posent. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et à nous faire part de vos témoignages sur le sujet via notre compte Instagram Vétologie ou par mail vétologie.podcast@gmail.com. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. On vous dit à très bientôt dans Vétologie.